Bienvenue dans cet épisode d'Histoire de couple, le podcast qui parle de couple, d'amour et d'eau fraîche. Je suis Clémence, la rédactrice en chef du magazine Rocky, et je reçois régulièrement des couples pour parler d'eux et de leur histoire, sans guimauve ni cynisme. Comment se sont-ils ou elles rencontrés ? À quoi ressemble leur quotidien et qu'est-ce qui les agace chez l'autre ? Vous saurez presque tout à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Quentin et Charlotte. Merci à tous les deux d'être là. Bonjour. Bonjour, merci à vous. Alors, j'ai eu envie de vous inviter tous les deux dans le podcast parce que vous êtes en train de vous lancer en couple dans une belle aventure entrepreneuriale dont on va reparler ensemble plus tard. Moi, j'avais envie de savoir quel impact ce changement de vie avait sur votre relation. Mais pour commencer, j'aurais aimé que vous vous présentiez tous les deux, que vous racontiez aux auditeurs votre âge, ce que vous faites dans la vie, voilà. Ok, vas-y Charlotte. Alors, bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 31 ans. J'ai rencontré Quentin il y a 1 an et demi et depuis ma vie a changé. Auparavant je bossais à Beaux-Arts Magazine, j'étais rédactrice photo, journaliste et depuis 1 an et demi je voyage avec Quentin. On a lancé un projet dont on va parler tout à l'heure et on est actuellement à Paris pour l'été. On repart dans 1 semaine en Birmanie. Et toi Quentin ? Donc moi je suis Quentin, j'ai 31 ans aussi. Moi, mon niveau pro, on va dire, ma vie pro, ça a toujours été mon ancienne entreprise, qui est une boîte de fusion-acquisition, une banque d'affaires pour les startups, que j'avais montée avec un associé. C'est peut-être important pour la suite, parce que c'est quelque chose que la création d'entreprise, j'ai un peu vu. Et voilà, donc je suis avec Charlotte depuis 1 an et demi. Et pareil. Et ta vie a aussi changé. Et ma vie a changé. On a dit pas de guimauve, mais voilà. Ok, alors justement, est-ce que vous pouvez me raconter comment vous vous êtes rencontrés il y a 1 an et demi ? Alors, on s'est rencontrés lors d'un week-end à Deauville, ce qui peut sembler assez classique, mais nous, c'était pas du tout une destination de prédilection pour nous. J'ai été invitée par quelqu'un que je connaissais pas très bien, un pote de Quentin. Et donc on s'est rencontrés dans la voiture en partant à Deauville un samedi matin du mois de mars. On a fait connaissance comme ça. Donc vous aviez un ami en commun ? Ouais, on avait un ami en commun. En l'occurrence, c'est un de mes meilleurs amis de Quentin. Et moi, je venais juste de le rencontrer quelques semaines auparavant dans une soirée à Paris. Et lui m'avait dit, voilà, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Charlotte. Elle va beaucoup te plaire, vous êtes pareil. Là, je dois aller à Deauville. Il doit aller à Deauville pour un truc professionnel. Il m'a dit, je l'ai invitée, elle est venue, faut que tu viennes. Voilà. Donc, on s'est tous décidés très très vite, en fait. Ouais, c'était assez last minute. Ouais. Il m'a envoyé un texto la veille pour le lendemain. J'avais plein de trucs de prévus ce week-end. Et l'effet last minute m'a plu justement à l'improvisation. Et puis aussi l'idée de rencontrer des gens que je connaissais pas, ça me stimulait pas mal. Vous étiez que tous les 3 ou il y avait d'autres personnes qui étaient 4 ouais. Okay. Et est-ce qu'il vous l'a présenté en mode... Bon, toi, Quentin, j'ai l'impression qu'il te l'a un peu présenté en mode « cette fille va te plaire ». Est-ce que toi, Charlotte, il te l'a présenté comme ça ? Non, pas du tout. Moi, c'était week-end entre potes, plutôt à la cool. J'ai pas senti qu'il y avait le date de sa part. un peu secret, non, j'ai pas senti ça, non. Ok. C'était assez discret. Toi, Quentin, moi, un petit peu, c'était pas non plus pour ça, mais il m'a parlé de Charlotte en très bien et qu'on allait se correspondre, mais qu'on verra qu'on est là pour faire la fête. Et voilà. Oui, voilà, moi c'était plus l'idée d'un week-end pour faire la fête avec des nouvelles personnes, dans un cadre que je connaissais pas très bien. Et puis j'y reviens du coup, le côté improvisation m'a séduit quand même. Je vais peut-être préciser qu'à ce moment-là, on était tous les deux dans l'optique de ne pas rencontrer quelqu'un. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Moi, je sortais d'une relation de très longue, plus de 10 ans, depuis quelques mois. Donc à ce moment-là, on n'est pas du tout dans l'optique de se dire tiens, je recommence quelque chose de sérieux avec quelqu'un. Donc c'était pas du tout mon objectif. Et Charlotte, c'est pas exactement pareil, mais... Ouais, alors moi, à ce moment-là, j'étais célibataire depuis 1 an. Et j'étais complètement amoureuse de mon célibat. Je m'éclatais, je rencontrais plein de gens, je sortais beaucoup. Ma vie pro, c'était super aussi. J'étais vraiment enthousiasmée par tout ce qui m'arrivait. Et
j'avais plusieurs relations longues auparavant, et puis là j'étais vraiment au moment de ma vie, c'est un peu cliché, mais l'année de mes 30 ans où je me sentais bien dans mes baskets, épanouie, et j'avais vraiment absolument pas envie de penser à quelqu'un et de perdre cette autonomie sentimentale, quoi. Ok. Et du coup, ce week-end, comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? On est allé à la plage, on a mangé près de la mer, on a tous les deux pris des huîtres, donc déjà là on s'est ça vous faisait un bon point commun. Ça nous a bien rapprochés, les autres n'aimaient pas les huîtres. Ouais, on était assez survoltés quand même tous les quatre, on s'est baigné dans l'eau qui était à 10 degrés. C'était en mars. Ouais. C'était début mars, ouais. Ouais, on avait... Ouais, on était en forme. On avait très envie de faire plein de folies. On est allé au casino. On a fait plein de trucs qu'on fait jamais. Ouais, c'est voilà, cliché, c'était un peu le week-end, comme dans un film, quoi. Ouais, un truc qu'on fait qu'une fois. Et dans un super hôtel, on va au casino, on sort. Et voilà, on se baigne dans l'eau froide. Et est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il se passait un truc entre vous à ce moment-là, ou c'est venu plus tard, ou dans quel état d'esprit vous étiez l'un et l'autre moi, pendant le week-end ? Quand j'ai croisé Quentin pour lui dire bonjour le samedi matin, j'ai tout de suite trouvé très séduisant, et j'ai juste adoré son sourire et son regard avant même qu'on commence à discuter. Oui, moi pareil, après dès le soir on s'est rapproché. Dès le samedi soir on s'est rapproché dès le samedi soir. Ouais. Tu m'as embrassé dès le samedi soir. Ouais, je lui ai demandé la permission de l'embrasser, chose que je ne fais jamais. Mais qui est une très bonne technique pourtant. Ouais, c'est vrai, en fait. Ouais, ça a marché du coup. Ouais, ça a marché, il était d'accord. Ok. Et du coup, comment vos deux potes qui étaient là ont vu le truc ? Est-ce qu'ils l'ont vu arriver ? Ils l'ont compris ? Ils y ont assisté ? Ou vous étiez en mode discret ce soir-là ? Non, c'était pas du tout discret. C'était vraiment assumé. Et puis, il n'y avait aucun problème sur ça. Enfin, tout était très naturel. Ok. Et si vous étiez l'un et l'autre pas dans l'optique de rencontrer quelqu'un, est-ce que vous étiez en mode... Bon c'est un week-end et puis ensuite on va reprendre notre vie à Paris chacun et puis on verra, ou comment vous vous êtes quittés à la fin du week-end ? Est-ce que c'était on va se revoir ? Est-ce que c'était tiens voilà mon numéro et je sais pas ce qui va se passer ? Justement on s'est pas quittés, donc c'est difficile de répondre à cette question. Ouais. Ça allait très vite. Ouais, en fait le dimanche soir en rentrant dans le train pour Paris, Quentin m'a demandé si je voulais venir chez lui ce soir-là. Et en fait, j'avais vraiment envie de ça. Et puis oui, donc après, le lendemain, je suis revenue. Je suis restée avec mon sac du week-end de Deauville pendant 3 jours au boulot. Je faisais plein d'allers-retours. Ça allait très très vite, il n'y a pas eu d'entre-deux. On a passé la nuit ensemble samedi soir. Oui, c'est ça, le matin, midi dans le train. On s'est dit... je lui ai dit, tiens, viens chez moi, c'est sympa. On passe la soirée ensemble, on va se reposer ensemble parce qu'on était bien crevés. Ouais, en général, après un week-end comme ça où t'as quand même fait la fête, t'as plutôt envie de rentrer chez toi, tout seul, cocooning, être tout seul. Te coucher tôt. Mais là, c'était pas le cas. Et donc, t'es resté chez moi dimanche soir, lundi soir, mardi soir ? Je sais plus, mais... plusieurs soirs d'affilée, à un moment, t'avais plus le choix. Fallait vraiment que je fasse un stock de... Et puis t'es revenu après, et puis ça n'a pas arrêté en fait après. Ouais, et puis tu m'as invité à la Réunion. Oui, c'est vrai, ouais. Ça a été assez fondateur. À la Réunion ? Ouais, en fait, du coup, Quentin, 2 semaines après, une semaine après, partait à la Réunion. C'était prévu depuis très longtemps. Il rejoignait un pote avec un autre pote. Et en fait, je sais pas, ça semblait déjà vraiment compliqué de se séparer à ce moment-là, quoi. Et moi, j'avais absolument pas de vacances, mais c'était autour de Pâques. Et Quentin m'a dit, mais viens à la Réunion, je t'invite. Et j'ai pris 1 jour de congé, j'ai bricolé, ça m'a fait un week-end de 4 jours et je l'ai rejoint, quoi. Et donc, 4 jours on a passé, ouais. 4 jours à la Réunion, c'était assez intense, à se découvrir encore plus. Ouais, à ce moment-là, on se connaissait peu. Faire plein de trucs ensemble. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce côté de spontanéité dans votre histoire, et en même temps c'est assez évident, et en fait les trucs
cool et du coup on les laisse se dérouler. Ouais. Ouais, on fait vraiment ce dont on a envie à l'instant T, quoi. On peut pas se quitter, on va pas se quitter une semaine, ça n'a pas de sens. J'ai dit maintenant viens. Et en plus à ce moment-là, on n'était pas genre se dire on est ensemble, sérieux, etc. On a commencé à en parler à la réunion finalement. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, des modalités de notre relation. Est-ce qu'on veut être vraiment ensemble, est-ce qu'on veut plus être célibataire, etc. Jusqu'à ce moment-là, c'était vraiment le tourbillon, quoi. Enfin, ça l'est encore, hein, mais c'était... Ouais, il y avait une sorte d'énergie où on se posait absolument aucune question. Et du coup, à la réunion, vous vous êtes dit, on est un couple ou c'est venu plus tard? Est-ce que vous avez parlé c'est à peu près là. Ouais. Les talk. Ouais, mais sans... non, plus quel cas ça. Oui, mais sans que ce soit une énorme formalité non plus. Et, comme beaucoup de choses dans notre relation, c'était assez cool et naturel. C'était plus une réflexion. Puis de toute façon, on était d'accord sur plein de choses, quoi. Ouais. Et du coup, il n'y a pas eu d'inquiétude de ton côté, Charlotte, de perdre cette liberté que tu avais pendant ton année de célibataire? Ouais, non, mais en fait, ça, je pense que c'est pas tant une inquiétude que quelque chose qui a une place comme ça, quand même, dans ma vie, où, je pense que je me poserais toujours cette question, en fait, de est-ce que finalement, si t'es en couple et si t'es folle amoureuse de quelqu'un qui te rend cet amour aussi, est-ce que finalement, tu te perds pas c'est une question que je me pose encore et c'est pas problématique. T'arrives à vivre avec cette question, voilà. mais elle t'accompagne. J'ai accepté que cette question m'accompagnait et puis ça m'inquiète pas. Et toi, Quentin, l'idée de redémarrer une histoire quelques mois après une histoire longue, ça t'a inquiété ou ça t'a questionné à un moment? Oui, parce que moi je venais d'une situation très compliquée. Tu te sépares après plus de 10 ans ensemble, c'est long, c'est dur, ça fait mal. Tu te dis que... t'as pas envie de recommencer quelque chose, en tout cas quelque chose qui ressemble même un petit peu à ça. Et c'est pour ça qu'on a vite parlé quand même tous les deux de ça, justement. On veut pas être un couple... on veut pas être... trop dépendants l'un de l'autre, on a parlé de nos inquiétudes où on s'est dit non, on veut pas, on veut pouvoir faire ce qu'on veut, en même temps, on était obligés notre constat, c'était qu'on était complètement addicts l'un à l'autre aussi, donc c'était assez ambivalent, quoi, parce que finalement tu peux pas lutter contre ça, quoi. Il y avait un peu le côté on veut garder notre individualité et pas forcément être dans la fusion, parler, ça faisait mais moins en peur. Même temps, moi je me dis Charlotte elle est comme moi en fait, elle va pas être on avait les mêmes questionnements, quoi. Elle a les mêmes questionnements, elle voit les mêmes problèmes alors même qu'on n'avait pas la même histoire du tout, quoi. Mais on voulait faire attention tous les deux à se respecter l'un l'autre, à garder une certaine indépendance, à pas tomber dans des travers qu'on a pu avoir dans des relations longues. C'est des choses dont on a beaucoup parlé, dont on parle encore. On n'hésite pas à parler de tous ces sujets, du problème d'être dans une relation longue qui peut un peu s'installer, où tu te poses moins de questions, où tu t'es un peu trop sur l'autre. Tous les tares, je dirais, des couples long terme. En tout cas, moi, de ce que j'ai vécu dans ma relation. De ton expérience. Moi, je voyais tous les problèmes qui pouvaient apparaître et j'en parlais à Charlotte de mes inquiétudes. Et Charlotte, c'était un peu la même chose. Oui, mais moi, c'était plus instinctif qu'un constat par rapport à une expérience, quoi. C'était quoi les travers qui vous faisaient peur et que vous essayez de garder loin? Moi, c'était la routine. Il y a ce côté routine. Il y a peut-être ce côté, même si au final... mais je sais pas si on a parlé très concrètement, mais d'habiter ensemble. Je crois qu'on avait dû en parler, on s'est dit non, mais trop bien. Chacun dans nos appartes, c'est parfait. Je pense au moment où on a commencé à parler un moment de prendre un appart tous les deux, on s'était dit on se mettra en coloc avec d'autres gens. Oui, c'est vrai, ouais. On s'est dit qu'on ferait une coloc de trentenaires et qu'on ferait la fête. Ouais. Par exemple, c'est un bon exemple, ça. Ouais.
De dire non, on va pas, c'est parce qu'on est super amoureux qu'il faut absolument vivre ensemble tout le temps. Ouais. Alors même que de fait, on vit ensemble. Elle vivait chez moi et après moi chez elle. Donc, mais vous en avez discuté en tout cas, en vous disant c'est une option qu'on se garde, de se dire peut-être on va pas habiter ensemble. Ah oui, non, c'est pas peut-être, on veut pas. Attention, on n'a pas besoin de ça. Nous, on va faire quelque chose d'un peu nouveau, quoi, plus libre, par exemple là-dessus, quoi. Ok. Mais après, vous avez vécu ensemble, du coup. Elle vivait chez moi, puis moi chez elle, donc on n'a pas vraiment pris un appartement ensemble. Ouais, voilà. Et on n'a toujours pas signé de bail ensemble. Tu fais bien de le soulever. En fait, il y a beaucoup de contradictions, je pense, entre ce qu'on dit, ce qu'on théorise, ce dont on a envie, et puis finalement, ce qui se passe, c'est parce qu'on a aussi été, je pense, dépassés par ce qu'on a vécu, quoi. Ouais, je sais pas si c'est une contradiction ou en tout cas être tiraillé entre deux aspirations, se dire attention, on fait attention à ça, mais en même temps, quand tu ressens des sentiments pour quelqu'un et que tu as envie de voir quelqu'un tout le temps, qu'est-ce que tu fais de ça, de cette envie-là c'est comme au début, tu reçois des messages, tu réponds pas tout de suite, mais tu as envie de répondre tout de suite, mais tu laisses quand même un petit peu, et puis ça rend l'autre fou, et t'as envie de garder du mystère, et en même temps, c'est impossible. Ouais, c'est clair. Et donc à ce moment-là, vous êtes tous les deux plutôt bien installés dans vos vies professionnelles quand vous vous rencontrez. Comment ça vient alors, ce moment où on se dit bon bah on va arrêter ce qu'on est en train de faire pour se lancer dans un projet ensemble? Est-ce que c'était un déclic que vous avez eu ensemble en discutant? Est-ce que c'était un projet qui était plutôt porté par l'un, par l'autre? Est-ce que Bon, voilà. J'avais plein de questions autour de ça, mais première question globale, comment ça a démarré? C'est quoi la petite graine qui vous a amené à lancer un projet ensemble? Alors, un soir, on était chez toi, sur la terrasse, on prenait l'apéro, et alors moi, j'avais vécu à New York en 2013, j'avais fait mon stage de fin d'études là-bas, et j'en parlais à Quentin, qui était jamais allé dans cette ville, et je lui disais que c'est une ville qui lui plairait énormément, et voilà, je lui ai expliqué tous les aspects de cet endroit qui pourraient lui plaire, et en fait, et je sais pas, t'as lancé, t'as dit viens, on y va, parce que moi j'en parlais avec énormément de nostalgie, j'y étais pas retournée depuis, et tu m'as dit ce serait génial. Oui, vas-y, on y va. Allons-y. On y va. Et c'était pas, à ce moment-là, on parlait pas d'un voyage, on parlait vraiment du fait de partir, d'y aller, de recommencer quelque chose ailleurs, alors même qu'on était respectivement très bien dans nos vies professionnelles, personnelles, et qu'il n'y avait pas de sujet de... ça, c'est la graine. Cette discussion, après, on s'est pas dit, tiens, New York, c'est sympa, on va y aller. C'est qu'en fait, rétrospectivement, je pense à ce moment-là, tous les deux, on était mûrs pour partir. Tous les deux, ça faisait très longtemps qu'on était à Paris. Moi, depuis 8 ans, toi, depuis... Moi, à ce moment-là, depuis 11 ans. 11 ans, à part les petits épisodes à l'étranger. Ouais. Et le côté géographique où on avait tous les deux, on était très mûrs pour partir. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai voulu faire depuis longtemps. En fait, on était très synchro là-dessus, quoi. Et ça, c'était effectivement la graine. Tiens, New York, on va à New York. Oui, vas-y, on y va. Donc, puis, au niveau boulot, base, on va s'arranger, quoi. Ok, à la base, c'est une envie de peut-être quitter Paris. Ouais, exactement. Qui mûrit chacun de votre côté. D'aller aller dans une grande ville à l'étranger. Okay. Et donc, cette discussion autour de New York, tiens, pourquoi pas? Ouais. Et ensuite? Ensuite, je sais plus, quelques jours après, tu vas voir, il y a un cheminement. Enfin, la preuve, on n'est pas du tout à New York et on veut absolument s'installer nulle part à présent. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir un peu tous les chemins qu'on a pris, en tout cas de discussion pour en arriver là. Et quelques jours après, au petit déjeuner, tu me demandes, mais là, ce serait quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu ferais dans l'idéal? Et je t'ai dit, je pense que j'aurais une chocolaterie à New York. Je pense que ce serait vraiment mon rêve là, maintenant, à l'heure actuelle, quoi. Et puis on a commencé à parler de chocolat. Alors moi, il faut savoir que mes parents sont dans le cacao. Ils sont producteurs de cacao au Pérou. Donc j'ai toujours eu envie de faire quelque chose avec ça. Et du coup, on a commencé à parler de ça. Et puis après, t'es revenu. Le soir, c'est la fête de la musique, et tu m'as dit, mais attends, mais moi j'ai pensé à ta chocolaterie, je pense que ça marcherait mieux en Chine, en fait il faut vraiment qu'on aille à Shanghai. Et puis moi je dis, mais ouais, carrément, allons à Shanghai.
Moi, j'adore les grosses villes asiatiques. Mais... Ouais, c'est complètement. Mais à chaque fois, on était vraiment. C'est assez enfantin finalement, cette espèce de. On se dit non, effectivement, on va pas aller à New York, on va aller à Shanghai. Je dis, j'ai regardé le marché du chocolat. On disait ça comme si c'était, mais non, mais en fait, on pourrait aller sur la Lune, mais non, mais en fait, Mars, c'est mieux. C'est bien de se donner de l'espace pour rêver aussi. Ouais, carrément, ouais. C'est important. Oui, et puis alors, moi, il y avait le côté. Il y a le côté business. On le sent business. Un petit peu. Ouais, alors, et moi, ça part dans tous les sens. Le marché du chocolat. Je lui dis, écoute, le marché du chocolat, c'est en Asie que ça explose. À Shanghai, c'est un truc de dingue. Ça sera moins cher de s'installer là-bas parce que New York, si on n'a pas d'argent au début, ça va être compliqué. Viens, on va à Shanghai. Moi, j'ai toujours rêvé d'aller à Shanghai. Et Charlotte me dit, moi aussi, vas-y, on va à Shanghai. Et on va faire du chocolat à Shanghai. Ok. Est-ce que vous avez commencé à bosser sérieusement sur ce projet-là ou ça, il y a eu plein. Vous avez creusé. On l'a creusé. Moi, j'ai commencé des cours de chinois quand même. C'est vrai. C'est un peu sérieux, ça, quand même. Oui, mais en fait, tu vois, ça a pas duré longtemps, en fait. Mais si tu veux, on a quand même l'énergie. On était très sérieux sur le truc. On était très sérieux. De faire quelque chose, en tout cas. Sur l'idée de faire quelque chose, ouais. Oui, toi, t'as fait un cours de chinois. Ouais, j'ai fait un cours de chinois. Moi, j'ai appelé des copains d'école, des gens de mon réseau qui pouvaient avoir des infos sur le marché du chocolat, du cacao à Shanghai. J'ai eu des calls, des trucs, des études. Donc, on a creusé. Je sais pas si je vais trop vite, tu me dis si j'oublie un truc. Non. Mais à un moment, moi, je me dis, tiens, c'est quand même compliqué. Ça va être compliqué, en fait. Enfin, ça va être plus compliqué que je pensais. Moi, je m'étais dit, tiens, super, on va importer le cacao de chez ses parents, ça nous coûte pas très cher, on le transforme en chocolat à Shanghai, on le vend à Shanghai, tel prix de kilo. Je partais dans un business plan. Et en fait, je lui ai dit, c'est pas le plus simple. Moi, je lui ai dit, je suis pas sûr de vouloir me relancer tout de suite dans une aventure entrepreneuriale très compliquée. On part de zéro, on travaille 12 heures par jour, en gros. C'est ça que je t'ai dit. Ouais, c'est vrai. Parce que toi, tu l'avais déjà vécu, Quentin, en lançant ta première boîte. J'ai ma boîte à 23 ans, on n'a pas gagné d'argent pendant 3 ans. C'était dur, on était sur un marché où on connaissait rien, on bossait beaucoup, c'était trop bien, et maintenant ça marche très bien. Mais je voulais pas me relancer tout de suite, j'ai besoin d'une sorte de break, pas me relancer dans un truc très complexe avec des usines ou l'import-export, et un marché chinois que je connais pas, et je parle pas chinois, et tout ça, quoi. Ok. Donc on a changé de projet. Je pense à ce moment-là. Ouais, c'est ça, ouais. Et je lui ai dit, écoute, du coup on s'est renseigné, enfin peut-être plus moi, mais on parlait du cacao cru notamment, et de tout du fait que c'est un super aliment. Donc c'est un thème un peu marketing, mais c'est un aliment qui est très riche en plein de choses, en antioxydants, en vitamines, en minéraux, etc. Et en prenant par ce bout-là, en fait, on s'est renseigné sur tous les autres super aliments, sur tous ces aliments un peu spéciaux qui sont très sexy, qui sont très bons pour la santé, qui sont assez exceptionnels, souvent exotiques. Et là, je dis à Charlotte, il y a peut-être un truc à faire, alors pas que sur le cacao et le chocolat, mais faire un média là-dessus. Je connaissais cette partie média en ligne parce que c'était une partie de mon boulot avant. Lancer des sites internet ou vendre des sites internet, etc. Et c'est comme ça qu'on est parti sur le projet actuel de Darwin Nutrition. Donc ça a commencé par le cacao cru et après ça a ouvert sur tous les autres super aliments. Qu'est-ce qu'il y a par exemple comme super aliments ? La spiruline, la maca, les graines de chia, le curcuma, il y en a énormément et partout dans le monde. Et ils sont consommés souvent depuis plusieurs millénaires par des cultures très différentes. C'est proche de tout ce qui est phytothérapie, même si c'est pas exactement ça, mais c'est souvent des aliments qui sont dans les médecines chinoises, les médecines indiennes. Ouais. Oui, c'est ça, il y en a plusieurs. En fait, dans l'absolu, il y en a plusieurs milliers, parce qu'il y en a plein qu'on connaît pas, mais dans ceux qu'un Français a même d'acheter en France, il y en a plusieurs dizaines, je dirais. C'est des aliments qui sont particulièrement bénéfiques pour la santé. Ils sont pas magiques, c'est pas des médicaments, mais c'est mieux de consommer plutôt ceux-là que d'autres. Ouais, puis leurs propriétés sont reconnues par des études, et puis de plus en plus, quoi. Par des études scientifiques. Par des études scientifiques, ouais, bien sûr. Ok.
Et donc l'idée de faire un média, du coup c'était un secteur que toi Charlotte tu connaissais aussi parce que t'as travaillé dans le journalisme. Ouais. Il y avait ça aussi quand même, beaucoup. Ouais, non mais bien, c'était pas... On s'est dit l'import-export, on n'en a jamais fait. Ouais. Ni l'un, là ni du l'autre. coup c'était presque, pas un soulagement, mais ça allait être plus simple comme projet. On était familiers tous les deux par deux portes différentes de ce sujet. Et après, il y avait tout à faire et c'était assez excitant aussi de se dire qu'on pouvait bosser de n'importe où, quoi. Ouais. Enfin, ça, c'est une autre dimension qui est importante pour nous. Ça nous laisse énormément de liberté sur les endroits où on est, où on peut travailler. C'est sûr que si la chocolaterie à Shanghai, ça reste à Shanghai et c'est compliqué de partir de Shanghai après. Et puis ça cochait toutes les cases en fait. Parce que on avait des compétences qui étaient complémentaires, qui sont nécessaires pour ce projet-là, médias et moi plus digital. On peut le faire partout. Il y a un marché, il y a un besoin d'information. Donc il y a un marché quoi. Il y a quoi d'autre ? Il y avait quand même ce lien un peu familial avec le cacao où on pourra peut-être en parler plus tard, mais on se dit qu'il y a quand même quelque chose à faire un peu plus tard. Donc voilà, ça cochait les cases et on s'est dit c'est bon, c'est pas tant. On s'est dit ça va bien servir nos projets, notre projet à nous en fait, notre projet de vie à deux quoi. Parce que là du coup en parallèle vous avez commencé à réfléchir au fait de bosser d'ailleurs. C'est ça, d'être nomade. Alors, il y a un terme, non, c'est ça, les digital nomades. Ouais. Pas trop, mais c'est un peu galvaudé. Ouais, on peut pas trop s'inscrire dans ça, mais oui, ouais, c'est vrai. C'est un peu ça. C'est le fait de pouvoir travailler d'où on veut et donc potentiellement passer plusieurs mois dans un autre pays, revenir en France. Puis de fait, c'est ce qu'on fait. Hein. C'est être complètement libre de là où on habite. Aussi libre d'un point de vue, je pense plus pour moi par rapport à mon ancienne entreprise, mais pas d'avoir de salariés, pas avoir de locaux, pas avoir des contraintes qu'on peut avoir dans une entreprise classique. Donc nous, on travaille avec des freelances, par exemple. Quoi d'autre ? C'est quoi Digital Nomade ? Je pense que tu as bien résumé. Oui, c'est une structure ultra légère qui s'adapte à plutôt à notre vie que l'inverse. Voilà. Parce que moi, en l'occurrence, pour mon ancienne entreprise, c'était plutôt l'inverse. J'ai adapté ma vie à mon entreprise et là, c'est cette entreprise qui s'adapte à notre projet de vie. Et alors, c'est pas trop une question histoire de couple, mais c'est une question qui, à titre personnel, m'intéresse. En termes de modèle économique et de projet que vous avez pour le média, c'est quoi votre vision sur ce que vous allez faire de Darwin Nutrition et comment vous allez gagner de l'argent avec, qui est une grande question pour tous les médias en ligne. Effectivement. Alors, comment dire ? Le premier point, c'est que c'est un site qui est très verticalisé, donc qui parle que d'un thème qui est assez précis, la nutrition et en particulier les super aliments. Donc ça va nous aider pour la monétisation. Et comment on va le monétiser ? L'idée, c'est de mettre en avant des produits qui nous plaisent, qui nous semblent bien, les mettre en avant et de gagner de l'argent en apportant des clients, soit des e-commerce, soit des producteurs directement de super aliments. On a fait un reportage, par exemple, dans le sud-ouest, dans une ferme à spiruline, une petite productrice, s'appelle la Spiruline des Frangines. C'est très, c'est fermier, hein, c'est pas très technologique, etc. Elle faisait des tomates avant. Donc elle fait de la spiruline, elle vend sur Internet, elle a un e-commerce. À partir du moment où nous, on veut monétiser ce trafic autour de la spiruline sur notre site, et qu'on pense que cette spiruline est particulièrement bonne, et on le pense, et en plus on a fait un reportage sur elle, enfin il y a plein de choses qui font que c'est un produit de qualité supérieure, on va lui apporter du trafic et gagner de l'argent comme ça. Ok, donc plutôt un modèle publicitaire, affiliation, mais assez affinitaire, enfin sur des... Ouais, vous êtes sur une niche et donc vous êtes sûr que les annonceurs vont pouvoir toucher des gens qui s'intéressent vraiment aux produits. Ouais. C'est vraiment mettre en avant des produits qu'on trouve vraiment bons et gagner de l'argent comme ça. Okay. On aurait pu choisir d'être e-commerçant nous-mêmes, mais on a eu des problèmes de stock, Ouais, toujours cette idée on serait moins nomade. De rendre plus fluide la structure. Ok. Au moment où vous avez commencé à discuter ensemble de vous lancer dans ce projet, que c'est devenu de plus en plus concret, que c'était pas juste un jour on ouvrira une chocolaterie à New York ensemble, mais que c'est vraiment devenu en fait on va faire ce site, comment est-ce qu'on l'appelle, comment on va acheter le nom de domaine, etc. Est-ce que vous avez
eu peur à un moment de bosser ensemble, de se dire là on va vraiment passer tout notre temps ensemble, même si j'avais compris qu'au début vous étiez déjà assez accro l'un à l'autre, mais je trouve c'est pas pareil. Ouais, c'est une étape supplémentaire dans un couple de se dire ok, on se voit le soir et en plus potentiellement on se voit la journée parce qu'il faut qu'on parle ensemble de la boîte. Comment vous l'avez appréhendé? En ce qui me concerne, je l'ai pas appréhendé. Après c'est personnel, mais j'avais vraiment confiance. D'une part, on a effectivement des compétences hyper complémentaires, et puis moi je fais vraiment confiance à Quentin sur ces sujets et lui sur les miens, et moi je trouvais ça super excitant en fait. J'ai tendance à ne pas voir les difficultés arriver, donc on a eu zéro appréhension. C'était vraiment mais on va encore plus loin dans notre relation en faisant ça, quoi. Pour moi c'était excitant, c'était pas du tout source de problème ou J'adore. C'est peut-être c'est complètement naïf, hein, mais moi j'ai mis des petits trucs après à ce moment-là, comme j'avais dans mon ancienne entreprise, au début on était 3 et puis on est passé à 2, on a eu des problèmes avec un associé qui était parti au tout début, donc j'ai vu, je dirais, que les problèmes quand même potentiels. Enfin, pour moi, c'était pas vraiment des problèmes parce que c'était Charlotte, et puis on était amoureux. Enfin, on est amoureux, il n'y a pas de problème. Mais je l'ai quand même prévenu en lui disant il faudra quand même qu'on fasse ce qu'on appelle un pacte d'actionnaires où on se dit tous les deux si on se sépare, faudra faire ça. Ça, on avait parlé. Peut-être plus tard. Mais bon, c'est bon, il y avait ce truc-là où j'y ai quand même pensé. On a parlé 5 minutes. Et qu'est-ce que je m'étais dit où moi, justement, comme il y a eu beaucoup de confiance, etc. Moi, je t'ai dit tout ça par rapport au digital, lancer un média, la monétisation, etc. Tout ça n'est pas garanti, ça peut foirer. Mais on se disait, bon, c'est pas grave, si ça foire, on fera autre chose. Ouais, moi, j'ai pas de peur, pas de warning. Alors même que, oui, évidemment, je pense que les conseils, c'est attention. Oui, non, il y a pas de... Le couple, le travail. C'est un truc qui fait peur à des investisseurs, non? Enfin, je me tourne vers Quentin, mais on n'aura jamais d'investisseurs, jamais qui que ce soit. Mais oui, non, effectivement, ouais. S'il y a des investisseurs, ce serait compliqué. Ouais, après, là, le projet tel qu'il est aujourd'hui, on le maîtrise. Oui, il y a cette association pour l'instant qui est. C'est pas une grosse boîte et on le voit pas comme une grosse boîte ou même une moyenne boîte. Ouais, je sens cette envie d'être libre aussi avec cette boîte et donc de pas se rajouter des contraintes. Ouais. Oui, on n'est pas en train de lancer un produit à bosser 24 heures sur 24. À y mettre toute notre sueur, c'est aussi quelque chose qui se fait naturellement et avec envie. Donc, non, peu d'appréhension. Ouais. Ok. Du coup, donc quand ça a commencé à devenir de plus en plus sérieux, ce projet-là, que vous avez commencé à bosser dessus, à avancer et à vous dire, ok, en fait, on va peut-être vivre grâce à ce projet, ou en tout cas vivre avec ce projet, autour de ce projet. Il y a un moment où peut-être vous avez l'un et l'autre abandonné une activité professionnelle précédente. Comment ça s'est passé et quand est-ce que vous avez pris cette décision un petit peu de quitter le filet de sécurité d'un emploi salarié ou d'une entreprise dans ton cas, Quentin? Peut-être au niveau du calendrier. Oui, j'y pense. Maintenant que tu poses la question, j'y pense aussi. Ouais. Mi-mars. Ouais. Ah oui, j'adore. Refaisons une frise chronologique de votre histoire. C'est en juin qu'on commence à se dire parler de Shanghai. Ouais. C'est ça, fin mai, juin, donc 2-3 mois après. Et on commence à se dire toi, tu quittes ton emploi et moi, j'arrête mon entreprise. À la fin de l'été, quoi. À la fin de l'été, ouais. Ah oui, ça allait hyper vite. En fait, ça allait hyper vite. On s'est laissé l'été. Hein, ouais, mais ça s'est accéléré. Tu sais, au départ, on disait, mais en 2019... On se projetait plus, on se disait on se laisse un an et puis on se connaissait peu et ça paraissait évident et en même temps on voulait se garder un petit peu de temps encore pour. On s'est pas dit là tout de suite, mais on n'avait pas très vite. Oui, on n'avait pas l'urgence, mais elle est venue rapidement quand même. Ouais. On s'est vraiment emportés tous les deux dans ça. À la fin de l'été, on est parti en Thaïlande
Et c'était assez intense. Et puis après, quand on est rentré, on s'est dit, mais là, c'est maintenant, quoi. Ça sert à rien d'attendre. Et puis, moi, je devais aller au Pérou. On était mûrs tous les deux, encore une fois. Ouais. Même d'avant de. Oui, en fait, là, on parle de ça. C'est pas moi qui ai dit à Quentin ou Quentin qui m'a dit. Et puis, on a dit, ah ouais, bonne idée. En fait, c'est des choses qu'on avait intimement et profondément en nous. Moi, ça faisait des années que je voulais partir, que j'avais cette conviction que j'allais partir et j'attendais le projet où je me disais peut-être pas cette année, là je suis trop bien, j'adore mon boulot, ma vie est cool, dans 1 an, dans 2 ans on verra. Et en fait notre rencontre a accéléré les choses, elle les a concrétisées. Puis il se trouve que moi je devais passer Noël au Pérou chez mes parents cette année-là, et puis je t'ai invité, et puis en fait on s'est dit mais pourquoi en revenir, quoi? Si on part au Pérou, pourquoi revenir à Paris après si on veut repartir? Donc dès l'été. Dès la fin de l'été, ouais. Fin d'été, moi un peu avant. Mais, de ton côté, tu as commencé à avoir ton entreprise pour le départ, etc. Ouais. Et moi de mon côté, à l'été, j'ai commencé à parler avec mon associé. Même si on parlait quand même un peu avant. Moi aussi, côté mettre un peu mon entreprise en stand-by, puis un peu de lassitude, parce que ça faisait 7-8 ans que je faisais ça. Plein de choses qui font que je voulais faire autre chose. En fait, tout ça s'est accéléré en rencontrant Charlotte, et donc je me trouve que c'est devenu très concret, notamment avec mon associé, à la fin de l'été, quoi. Je lui ai dit, bon, écoute, moi je pars en décembre. Je lui ai expliqué tout ça. Je lui ai dit, je vais partir en décembre. Et puis on a discuté de rachat de mes parts, d'organisation, de calendrier, de tout ça, quoi. Ok. Et toi, Charlotte, pareil de ton côté avec ton entreprise, pour partir aussi dans la même temporalité, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Fin d'automne. Ouais. Ça a roulé. Ok. Et du coup, vous êtes partis au Pérou? Ouais, on est partis au Pérou. On est partis. En fait, on a du coup tous les deux lâché nos appartes respectifs à Paris. On a fait énormément de tri dans nos affaires. On a commencé un peu à se dépouiller, en fait, de nos possessions, de nos objets, de nos milliards d'habits, de bouquins et tout. Toi, t'as vendu pas mal de mobilier. Moi, à ce moment-là, pendant 1 an, j'ai vécu dans un grand appart. C'est la seule fois de ma vie où j'étais comme ça, où je m'étais un peu fait plaisir. Et du coup, j'ai un grand appartement meublé avec plein d'affaires. Et j'ai tout vendu en 2 mois. Je pense que c'est arrivé aussi vite que c'est parti. Et oui, on s'est retrouvés chacun avec toi, pareil pour ton appart. Ouais, juste à se dire qu'on allait vivre comme on partait, avec le strict minimum. Et puis, moi, j'ai laissé mes bouquins et les fringues qui me restaient chez mes parents. Et puis, on avait chacun notre gros sac Quechua. Ouais, donc vous avez vraiment pas du tout pris de garde-meubles. Non. On a. En fait, on n'a pas de. Du coup, on n'a pas d'appart là. On a des copains et des parents qui gardent des affaires qu'on est obligé de garder. Ouais, c'est un peu disséminé. Moi, je dois avoir 3 cartons peut-être. Ouais. Voilà. Et Quentin, je t'ai entendu dire très agréable. C'était agréable ce processus de dépouillement. C'est peut-être encore un autre sujet, mais il y a notre rencontre, notre départ, le fait d'entreprendre à 2, etc. Mais derrière, il y a plein de choses. En tout cas, moi personnellement, où j'ai beaucoup changé. J'étais déjà là-dedans, mais même tous les deux, on est beaucoup là-dedans. Mais le fait d'être plus du tout addict aux objets, de plus de possession, d'avoir une grande liberté. Ça peut faire un peu cliché, mais c'est à cette occasion qu'on s'est aussi plongé là-dedans. On s'est dit on est trop bien avec très peu d'objets, avec rien, encore mieux. On est super libre. On a fait une sorte de cure à la fois matérielle et de contraintes, quoi. Ok. Et toi aussi, Charlotte, c'était un truc qui te tenait à cœur ou que tu avais envie de faire depuis longtemps? Oui, alors c'est pas un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps, mais déjà à ce moment-là, oui. Je suis un peu minimaliste. Ouais, j'étais un peu plus minimaliste. J'étais beaucoup moins dans la déco, alors qu'avant, c'était plus mon truc. J'étais plus dans une optique de vivre simplement, avec peu de choses. Et jusqu'au point où là, maintenant, tu vois, on a pas d'objets, pas de possession, on fait pas de shopping. Vous avez chacun un gros sac. Ouais, on a un gros sac et puis on va chez les potes avec nos sacs. On ressemble à des tortues.
Et après le Pérou à Noël, vous avez continué à voyager. Enfin, comment vous avez avancé dans la création d'entreprise et dans votre nouveau mode de vie? Donc on était en Amazonie à Noël pendant 10 jours. Après, on a fait un road trip. Donc à ce moment-là, on était avec ma famille. Ensuite, on a fait un road trip tous les deux parce que je connais bien le Pérou du coup. Je voulais montrer le Pérou à Quentin. Et on allait dans pas mal d'endroits jusqu'à fin janvier. Et là, on s'est installé pendant 3 semaines à Mancora. Donc ça, c'est une ville dans le nord du Pérou, sur la côte Pacifique, quasiment à la frontière avec l'Équateur. C'est un ancien village de pêcheurs qui maintenant est devenu un grand spot de surf et de fêtes qui est vraiment adoré par les touristes locaux et internationaux. Et on s'est basé là-bas pour commencer à travailler sur notre projet. Ce qu'on avait prévu peut-être 1 mois et demi, 2 mois avant. Ouais. C'était le top départ, c'est quand on arrive à Mancora. On s'était dit avant on voyage. On 3 semaines, on a fait notre petit voyage, notre vrai break où on travaille pas en gros. Ouais. Et là on commence vraiment à bosser quoi. Donc là on est en février 2019. Ouais, exactement. Début février. C'est là où on achète le nom de domaine. On avait déjà brainstormé sur le nom avant. Ouais. On a lancé les premiers contenus, le design. On a recruté les premiers freelances. Voilà, le lancement quoi. Alors j'ai une question moi sur le côté très concret de ce mode de vie là. Le fait de pas avoir d'affaires, de pas avoir d'appart à soi. Je vois la dimension agréable qu'il peut y avoir et le fait que tu te sens probablement plus léger et tu peux te concentrer sur les choses importantes. Mais il y a un truc qui, moi, je pense que j'aurais beaucoup de mal à vivre, c'est d'être loin d'un cercle amical, familial, même professionnel, puisque tu noues des relations avec tes collègues aussi, de juste d'être tous les deux, du coup, un peu hors sol pendant quelques semaines, quelques mois. Comment vous l'avez vécu l'un et l'autre? Comment vous le vivez aujourd'hui? Tu soulèves plusieurs questions là, et effectivement, c'est des choses dont on parle énormément parce que c'est le sujet. Enfin, c'est le sujet. C'est peut-être le truc qu'on n'avait pas vu venir. En tout cas. Ouais, pas à ce point. On n'avait pas mesuré l'importance justement de la vie sociale. Parce que finalement, quand t'es à Paris, tu rencontres l'amour, puis en plus t'as tes amis et tout est formidable, et puis tu te dis que que ton amour peut te suffire n'importe où, partout dans le monde, et c'est pas vrai. En fait, on a énormément besoin de ce terreau social, amical, familial. Après, moi, en ce qui me concerne, du coup, mes parents sont au Pérou et ma sœur habite en Australie, donc j'ai une famille un peu plus éclatée que celle de Quentin, mais et du coup, on est habitué comme ça à vivre à distance. Mais tu parlais aussi d'un point de vue professionnel. Moi, je bossais vraiment en équipe et puis je m'entendais super bien avec mes collègues. C'est des amis. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas mesuré. Ouais. C'est ce qui me manque le plus, je dirais, aujourd'hui dans ma vie professionnelle. Même si j'adore ce qu'on a créé, la liberté que ça nous donne et la créativité que ça nous donne. Ouais, ce qui me manque le plus, c'est de bosser en équipe. Et là, je le vois ici dans vos locaux, ça m'y fait énormément penser. Je trouve ça hyper agréable au quotidien, quoi. Oui, s'il y a un... Enfin, je suis toujours un peu systématique dans mon approche, mais après ces 6 mois, et même on en a parlé, on s'est dit, c'est génial. Et puis d'ailleurs, on repart là, dans 1 semaine, etc. On continue. Mais s'il y a un sujet qu'il faut gérer, c'est ça. C'est le fait qu'on est loin de tout le monde. Alors du coup, comment on fait pour le gérer et comment on va essayer de mieux le gérer? C'est en fait, dans nos voyages, c'est ce qu'on a fait en allant au Brésil. On a passé 1 mois et demi à Sao Paulo, par exemple, en avril-mai. C'est dans nos voyages, essayer d'un maximum d'aller dans des endroits où on connaît des gens, déjà. Donc aller voir nos amis. On a toujours des copains qui vivent quelque part ou qui sont en voyage eux-mêmes. Voilà. Et on s'est dit... nos destinations, essayons de viser des destinations où on a une vie sociale avec des gens qu'on aime bien, qu'on aime, voilà. L'Australie, parce qu'il y a ta sœur. Ouais, l'année prochaine peut-être. Voilà, on retournait au Pérou. Voilà. On va aller à Moscou normalement parce que j'ai un copain là-bas. Et l'autre point, finalement, c'est que c'est aussi une fréquence, une question de rythme. On n'est pas là à se dire, bon, on part autour du monde, puis on revient dans 1 an, au revoir tout le monde, on fait une grande farewell, etc. Ouais, puis moi, personnellement,
Ce terme de tour du monde, il me paraît pas correspondre là, on est à parti... ce qu'on fait. Ouais. Là, on est parti 5 mois d'affilée. On est revenu 4 mois en France. Là, on repart 3 mois, finalement. Donc, on revient mi-décembre. Donc, on aura peut-être un peu moins ce problème. 5 mois loin du cercle copain et tout à Paris, c'était peut-être un peu long. Là, partir 3 mois, c'est déjà plus gérable. Sachant que dans ces 3 mois, moi, je vais voir ma sœur qui est à Bangkok. Toi, ta sœur qui est en Australie. On aura un peu moins ce problème. Mais effectivement, c'est le sujet. Forcément, c'est le seul truc que tu peux pas... Ouais. Et puis tu le découvres aussi en le vivant, je pense. Exactement. Pensé, ouais. Oui, alors même on aurait pu s'en douter, mais on a plein de copains tous les deux. On est quand même très. On s'est jamais posé la question. Ouais. On se disait mais ça va, il y a WhatsApp, il y a tout ça, et puis on était content aussi de je sais pas, de vivre notre amour ailleurs, hors de Paris, de se mettre dans une bulle et tout, et finalement ça c'est travers. Ouais. Ok. J'ai plein de questions en fait, donc je suis en train de faire un tri dans ma tête à ce moment-là pour me dire laquelle je pose, dans quelle direction. Alors, ça fait du coup 1 an et demi que vous êtes ensemble et à peu près 6 mois, enfin un peu plus de 6 mois que vous voyagez et que vous avez lancé votre site, votre média Darwin Nutrition. Donc on commence à s'éloigner de la phase de lune de miel. Alors vous allez me dire si vous êtes d'accord avec cette définition de la lune de miel, si c'est un truc que vous avez l'impression d'avoir vécu, d'être toujours dedans ou d'en être sorti, ou que ça correspond pas à votre histoire. Mais est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez pris un peu de recul sur ce que vous étiez en train de vivre dans votre relation pour vous dire ok, wow, c'est allé vite, mais en fait ça me va, enfin continuons dans cette direction-là. Enfin, est-ce que vous êtes encore... Je m'exprime très mal. Est-ce que vous êtes encore dans l'emballement du début de la relation, ou est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir ce second souffle où tu prends un peu de recul sur ta relation pour dire ok, en fait, je suis à l'aise avec tout ce qui s'est passé et je vais continuer de telle manière. C'est... Je sais pas si ma question est bien claire. En fait, vas-y, commence. Je voudrais réfléchir. Il y a peut-être la question de est-ce qu'on regrette ou est-ce qu'on se dit à un moment tiens, c'est peut-être pas exactement ça que je voulais. Est-ce que vous avez fait un peu de avoir du recul sur ta relation pour voir si vous réorientez le truc ou si vous continuez dans la direction que vous avez. Alors on n'a aucune hésitation tous les deux sur le fait de continuer ce mode de vie. Après, c'est plus des ajustements qu'on s'est mis en place. On peut parler. Des ajustements, c'est pour optimiser, entre guillemets. On parlait du problème social. Est-ce que partir 5 mois sans voir personne, c'est bien ? Bah non, c'est un peu trop long. On va partir moins longtemps. Mais oui, on a pris du recul. On a pris du recul surtout quand on est revenu en France. Parce qu'on est allé au Pérou, donc la forêt, les visites, on a fait du surf, on allait au Brésil, à Rio, à Sao Paulo, on allait à New York voir des copains, etc. On est revenu. Donc pendant ces 5 mois, on touche pas trop terre. Enfin, on se pose moins la question de... Enfin, on adore tout ce qu'on fait, on fait des trucs géniaux, on est dans la découverte. Puis on apprend à vivre ce nouveau mode de vie, on s'ennuie pas du tout. C'est plus en rentrant en France, en revoyant déjà tes copains qui sont toujours là, qui font d'autres projets, qui font d'autres choses, où là, je pense que c'est à ce moment-là où on a pris de la distance. Et du coup, on a mais donc on a pris de la distance et on s'est dit oui, c'est exactement ça qu'on veut. Enfin, c'est ça qu'on veut, c'est cette direction qu'on veut poursuivre, que ce soit Darwin, que ce soit nous deux, que ce soit le mode de vie à l'étranger. Ouais, en fait, moi, j'ai tellement... c'était tellement une intuition que ce mode de vie... Ce mode de vie, en fait, j'en avais envie depuis très longtemps et finalement, le recul, j'ai eu avant, tu vois, de le vivre. Tu le recules avant. Ouais. Tu y as réfléchi longtemps. Ouais. Et après, quand ta rencontre avec Quentin, c'était le catalyseur. Ça a été catalyseur, exactement. C'est vraiment le mot. Ça a scellé ce pacte, cette décision, mais que moi, j'avais intériorisé depuis des années, quoi. Ok. En ce qui me concerne. Et alors, quand on passe H24 ensemble, à bosser sur un projet, à vivre ensemble dans un pays étranger, est-ce qu'il y a des moments où on se dispute ? Est-ce que c'est
un truc que vous vivez dans votre relation? Les engueulades? Ouais, il y a des petites disputes. En fait, on est complémentaires et le fait qu'on soit complémentaires, c'est aussi basé sur le fait qu'on est différents sur plusieurs choses. Quentin, il va être plus pragmatique. Moi, je vais être un peu plus, intuitive sur des choses. On va devoir argumenter des choix selon des traits de notre personnalité. Oui, il y a des disputes en couple, c'est ça que tu veux dire? Ouais, et les disputes sur la manière dont on travaille. On a eu c'est intéressant justement de faire la distinction entre les des deux. Exemples. Non, mais on a eu des disputes. On en a des disputes. Enfin, des disputes. Nous, on débat sérieusement sur le côté pro, mais en fait, pas tant que ça. Ouais. Enfin, vraiment pas tant que ça. Ouais. Parce qu'on se fait confiance chacun sur nos domaines de compétences. Et de plus en plus d'ailleurs. Plus on avance, plus on se dit, plus moi je me dis s'il y a un truc je suis pas d'accord sur la partie contenu, sur un média, sur un article que Charlotte a fait, je me dis c'est pas grave, si je suis pas d'accord, c'est son truc, je lui fais confiance. Et si elle me fait une remarque là-dessus, lui, si elle me dit, sur la partie communication autour du site dont je m'occupe, elle a évidemment son mot à dire, on en discute, mais elle me fait confiance, donc il n'y a pas de... Mais on s'est accroché des fois sur... Oui, on s'est quand même accroché sur certains sujets, mais pas tant que ça finalement. La preuve, là, j'en vois pas... Enfin, je sais que oui, on a discuté de choses, mais j'ai pas d'exemple vraiment de problème fondamental. Et en règle générale, dans le boulot comme dans le couple, les conflits sont désamorcés très vite, quoi. Si tu veux, il y a pas de... Je vois pas d'ennui majeur, là. T'as pas d'exemple de grosses disputes, même côté perso, qui sont arrivées? Mais si, on en avait parlé, mais je l'oublie. Ouais, justement. Oui, ça rejoint ce que je disais sur ton pragmatisme et moi plutôt ma désinvolture. Un matin à Mancora, donc la ville dans le nord du Pérou où on a lancé Darwin, on a commencé à bosser sur notre projet. On a voulu aller pêcher, donc avec des pêcheurs sur le port. On avait rendez-vous à 5h du matin, donc il fallait qu'on parte de chez nous à 4h30. Enfin bref, on s'est levé aux aurores. Et c'est le côté dispute la plus idiote qu'on ait pu avoir. Ouais, j'adore, c'est mes préférés. Après coup, tu te dis, mais pourquoi? Ouais. Et en fait, quand on a commencé à vivre à Mancora, le matin, c'est Quentin qui faisait le café. Et ce matin-là, on était un peu speed, et puis c'était super tôt. Et Quentin a pas fait le café, et puis moi non plus, et en fait on s'est engueulé parce que personne n'avait fait le café, et puis moi je m'attendais à ce que Quentin le fasse parce que c'était habituel et que je voulais absolument pas déranger cette habitude qui m'arrangeait bien, et lui par ailleurs avait l'impression d'avoir la charge mentale du café et du coup il était un peu survolté. J'ai cru qu'on allait jamais aller pêcher, qu'on allait juste s'engueuler à ce sujet, et en fait on est allé pêcher, et puis tout s'est bien passé et on n'a pas bu de café ce jour-là. Après, tout ça pour dire qu'on a quand même on n'a pas de divergences qui font qu'on s'engueule régulièrement sur un sujet. Vous êtes assez alignés en termes de valeurs et de projets. Très vite à chaque fois. C'est pour ça que ça va très vite, je pense. Ouais. Dans les décisions ou même les destinations, à chaque fois on se dit tiens, on va où? On est où dans 3 mais oui, mois? c'est vrai, il n'y a pas de... Il n'y a même pas de débat. On a plutôt les mêmes goûts et les mêmes aspirations, les mêmes manières de voir le monde qui font que tout est très fluide et coule de source en général. Jusqu'à présent, en tout cas. Et alors, tu parlais de l'exemple du café, donc je rebondis sur la dimension tâche ménagère qui, j'imagine, est un peu spécifique parce que je sais pas où vous vivez en général. On n'a pas beaucoup de tâches ménagères. Ouais, c'est quoi? Vous louez des Airbnb, ou on est chez des copains. Okay. Ouais. Donc, et ça, il n'y a pas vraiment de sujet. Ou la famille, ou la famille. C'est assez collectif. Non, il n'y a pas trop de... Ouais, c'est pas un sujet. Non. On aime bien tous les deux depuis qu'on a du temps, parce qu'on a beaucoup de temps maintenant, on peut faire plein de trucs, notamment cuisiner. Du coup, tous les deux, on adore cuisiner, faire les courses. Ouais, pour les autres. On aime bien faire ça. Et après, tâches ménagères. Du coup, mais j'imagine que si on avait un appart à Paris, qu'on était installé, qu'il fallait faire le ménage, le dimanche, on le ferait. Enfin, il n'y aurait pas trop de sujets, quoi.
se débrouillerait. On se laisserait pas parasiter par ça, je pense. Je continue à balayer donc les questions classiques d'histoire de couple. Et il y en a. C'est la première fois que je reçois un jeune couple dans l'histoire de couple. En général, c'est plutôt des couples qui sont ensemble depuis 3, 4, 5 ans, 10 ans. Oui, peut-être ça aussi. Et je pose souvent la question de la sexualité et de la manière dont ça a évolué au fil de la relation. Et je sais pas du coup si chez vous, en 18 mois, vous avez vu une évolution. Mais en tout cas, ça m'intéresse de savoir comment vous vivez votre sexualité aujourd'hui, et notamment avec ce mode de vie nomade où du coup il y a moins peut-être ce côté routine, et en même temps vous êtes tout le temps ensemble, donc il y a moins ce côté on se manque. C'est bien de le soulever comme ça, effectivement, parce que cette question, avant de parler de la sexualité, cette question du manque de l'autre, typiquement quand on était à Paris, effectivement on se voyait tout le temps, mais la journée on n'était pas ensemble, et du coup tu crées une relation un peu écrite. Tu te manques. Tu te manques. T'as des trucs à te raconter. Voilà. T'as a priori plus de trucs extérieurs à raconter. Alors que là, on vit globalement 100% ensemble. Je pense que c'est quelque chose qui, moi, avant de rencontrer Quentin, me paraissait vertigineux et c'était proscrit. Enfin, toute forme de fusion comme ça m'était pas du tout. Ça me séduisait pas du tout. J'avais l'impression d'être plutôt éloignée de ce modèle, d'ailleurs. Et c'est tout ce qu'on reniait d'ailleurs au début quand on en parlait. On disait non, faut pas fusionner, faut faire attention à ça. Ouais, puis finalement t'es complètement rattrapé par quelque chose qui te dépasse, quoi. Mais et du coup, cette question du manque, on la travaille justement. On essaie de. Quentin parlait d'aménagement tout à l'heure. En fait, on essaie de faire en sorte de trouver des moments, une semaine ou 10 jours où on va pas se voir. De scinder comme ça du coup notre nouveau mode de vie par des moments assez longs, d'aller faire chacun quelque chose de votre côté ou aller dans une autre ville. Voilà, par exemple là après la Birmanie, on va passer quelques jours à Bangkok ensemble, et puis moi je vais aller voir ma sœur en Australie. Et là on saute sur l'occasion pour se dire super, là on peut se séparer. Même si j'aurais été très content, enfin, j'aurais bien aimé aller en Australie, mais là on s'est dit non, c'est quand même l'occasion de pas se voir. Ouais, on doit sacrifier des expériences qu'on pourrait vivre finalement de façon commune pour le bien du couple. Mais ça c'est nouveau, au début on le voyait pas vraiment, on se posait pas la question. C'est un besoin que vous avez ressenti récemment. Je crois qu'il y a une semaine où on s'engueulait 2 ou 3 fois alors qu'on s'engueulait vraiment jamais. Ouais. Et là, on s'est dit, peut-être plus toi d'ailleurs, tu m'as dit, tu crois pas que. Au Brésil, tu crois pas qu'on est peut-être trop ensemble là, tout le temps là, sur l'autre. Oui, parce qu'en plus, du coup, on se disputait sur des sujets qui étaient vraiment pas importants, et tu sens que en fait, ça juste t'es excédé par la situation plus que par l'autre, et on s'est dit que c'était important de trouver des moments pour se séparer, pour aussi recommencer une relation où tu te manques, où tu t'écris, où Mais c'est pas tant que ça, parce que par définition on est quand même tout le temps ensemble, et on va dire qu'on se sépare je sais pas, on essaie de se séparer 1-2 semaines tous les 2 mois, quoi, 2-3 mois. Donc c'est pas beaucoup. C'est déjà pas mal. Enfin, en fait, c'est marrant parce parce qu'un couple à Paris, finalement, il se séparerait pas 2 semaines. Oui, mais en même temps, comme tu le soulevais, comme vous le souleviez tout à l'heure, il y a ce côté, tu te vois pas la journée. Donc, même si effectivement tu te vois tous les soirs, tu t'es quand même pas vu pendant 10 heures. C'est vraiment des rythmes très différents. Oui, c'est vraiment une question de rythme. Ok. Et on est content de le faire, parce qu'on est trop content de se manquer. C'est des choses bizarres, tu te dis pas ça au début. Content de se retrouver, de se manquer à tout niveau. Puis ça nous permet aussi de réfléchir chacun de notre côté à notre amour, à se l'écrire. Et c'est hyper important, je trouve aussi, d'avoir une relation écrite dans le couple. Enfin, moi, ça me plaît, quoi. Mais toi aussi. On sent la journaliste qui parle. Mais en fait, c'est aussi quand t'es avec quelqu'un 24 heures sur 24, tu ne peux pas lui écrire, tu ne peux que lui parler. Alors que tu peux te dire encore plus de choses, je trouve, souvent à l'écrit. En fait, on a un carnet qu'on se fait tourner tous les deux, et on écrit dedans quand on n'est pas ensemble. Lors de ces moments, on s'écrit des choses, c'est l'occasion de
s'écrire, d'y penser. Ouais, etc. d'y penser aussi. Bon, au début, on s'est pas dit, tiens, on va faire ça, c'est un bon outil, etc. Mais ça a un peu commencé comme ça. Ouais. Puis tu vois, tu parlais de recul tout à l'heure, finalement. Ouais, moi, je trouve que ce carnet nous permet d'avoir du recul sur nous, de nous rappeler ce qu'on est l'un pour l'autre, ce qu'on ressent, et puis l'intensité de ce qu'on ressent aussi. Bah, c'est une belle idée, je trouve. Mais ça avait pas cette vocation au départ, hein, mais ça l'est devenu en fait comme ça. C'est un outil, ouais. Bon, et du coup, bravo, parce que vous avez bien esquivé la question de la sexualité, mais moi, j'arrêtais pas de penser, je me disais comment on va raccrocher le wagon avec le sexe. C'était une question ouverte pour ça dépend ce que vous avez envie de raconter. Oui, en fait, moi, ce que je peux te dire à ce sujet, c'est que pour l'instant, je vois pas d'évolution dans le sens où on a toujours été assez libre et sans tabou et vraiment dans une optique d'explorer à deux plein de choses et sans se mettre d'interdit. Et en fait, on parle beaucoup de ça. C'est un sujet qui est vraiment, pour nous, fondateur et important. Et, après, oui, effectivement, ça fait pas si longtemps qu'on est ensemble et j'imagine que ça va évoluer, et ça va changer. Il y aura peut-être aussi là des aménagements à faire, mais pour l'instant, il n'y a pas de... On est assez vigilant aussi là-dessus. Ouais, c'est... Mais comme tout, on essaie, enfin, peut-être plus moi qui suis encore une fois très pragmatique, je me dis, il faut qu'on soit... J'ai envie qu'on soit ensemble le plus longtemps possible et qu'on soit aussi heureux le plus longtemps possible. Et donc, on essaie d'être vigilant sur plein de choses. Donc là aussi, je crois. Et c'est vrai que il y a ce point-là. Et finalement, encore une fois, d'avoir beaucoup plus de temps. Ça va de faire pas mal d'autres choses. On fait beaucoup plus de sport, par exemple, qu'avant. On va beaucoup plus au musée qu'avant. Enfin, voilà. Et on a beaucoup plus de temps pour se consacrer, que ce soit en parler ou le faire. Non, mais juste, c'est un sujet qui prend plus d'importance. Tu passes de... voilà, avant, on travaillait 10 heures par jour. Aujourd'hui, on travaille 4 heures, 5 heures. Ça va être très variable parce qu'on est même de notre emploi du temps. Mais on se libère énormément de temps. Et c'est bien pour toutes ces choses, y compris la sexualité. C'est un sujet qui peut prendre plus de place dans la tête. Ouais. Et cette facilité de communication que vous avez trouvée sur ce sujet-là, c'était dès le début ou ça s'est instauré au fil du temps? Parce que parfois, c'est pas évident avec une nouvelle partenaire de réussir à dire à l'autre ce qu'on aime, ce dont on a besoin. Non, dès le début. Non, dès le début, ouais. Je vois pas de moment où on s'est dit là, on est assez proche pour en parler. Au contraire, je pense que c'est un sujet dont on a parlé avant de parler d'amour. Enfin, c'était plus facile finalement de parler de ça que de parler de ses sentiments. J'ai l'impression. Ouais, non, il n'y avait pas de... Ouais. Ok, super. Concrètement. Très bonne... voilà. Tant mieux quand ça se passe comme ça. C'est chouette. Ouais. Super. Bon, on approche de la fin de l'épisode. Il y a 2 questions que je pose traditionnellement aux invités. La première, c'est qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois et les années à venir? Quels sont vos projets? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce que vous espérez? C'est difficile comme question parce que moi, j'ai l'impression de vivre mon rêve. Donc, pour l'instant, j'ai du mal à imaginer mieux. Enfin, évidemment, on peut toujours avoir mieux, avoir plus, mais là, j'ai déjà atteint, je pense, quelque chose d'assez conséquent. Et pour moi, c'est... On peut te souhaiter que, d'un point de vue couple, je pense qu'on continue à justement à toujours s'aimer autant, que ce soit ce côté passion, qu'on s'ennuie pas, etc. Enfin, c'est quand même notre peur, je pense à tous les deux, c'est que ça s'arrête, ou que ça soit moins bien, ou qu'on s'habitue, ou qu'on en a un peu marre, ou peu importe. Et après, au côté pro, clairement, du succès pour Darwin. Après, nous, on a un projet, notre projet à plus long terme, dans 1 an, quelque chose comme ça, pour Darwin Nutrition, c'est de lancer aussi notre marque de produits. Donc plus vendre les produits d'autres producteurs, mais de vendre notre marque. Donc revenir un peu aux origines, à la jeunesse du projet. Du projet, avec le cacao d'Amazonie. Voilà, ouais. Donc toujours en ayant une structure très flexible et qui nous permette de voyager, de vivre à peu près où on veut, mais tout en ayant une marque. Donc ça veut dire travailler avec des partenaires qui gèreraient la partie entrepôt. Toujours externaliser, que ce soit la logistique, marketing, etc.
Donc, mais approfondir ce projet pro et puis approfondir notre relation. Donc, ça continue à bien se passer. Ça marche. Ça me fait penser qu'il y a une question qui n'est pas une des questions de la fin, mais que j'ai oublié de vous poser, qui me paraît hyper important. C'est quel regard portent vos proches, vos familles, vos amis sur votre mode de vie aujourd'hui ? Ouais, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? À l'origine, quand on a parlé de ça, de notre projet, moi j'en ai parlé à mes parents, ils étaient surpris, un petit peu inquiets, parce que tu vois, on parle juste de deux trentenaires qui ont des situations professionnelles qui leur conviennent très bien et qui décident comme ça d'un peu tout envoyer en l'air. Ils se connaissent peu. Je me dis d'un point de vue extérieur, soit de la famille ou les amis. Et tu dis mais c'est la passion, c'est le début. Ils font peut-être une connerie, ils sont peut-être emportés dans le truc et à la fois, enfin en ce qui me concerne, c'est tellement dans ma personnalité comme ça, plutôt d'y aller, puis de foncer en quelque sorte, et puis que du coup ça paraissait logique finalement à mon entourage et beaucoup de gens, que ce soit mes amis ou ma famille, m'ont dit mais évidemment c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est évident quoi. Oui, ils voient qu'on est heureux. Ouais. Après, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent tous, mais après, vous allez vous installer où ? Ouais, mais ça, là vous voyagez, mais ensuite vous vous installez où ? Après quand en 6 mois non, c'est plutôt la grande question. Ouais. Et vous, c'est pas du tout au programme, cette installation ? Non, c'était pas, ça, c'est ce qu'on appelle s'installer. Ouais, combien de temps on n'exclut pas non plus de le faire. En fait, on n'a pas trop de visibilité. Et d'ailleurs, on souhaite pas en avoir. C'est plus ça, le deal, quoi. On verra. Super. Du coup, ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a un couple réel ou fictif qui vous inspire ou qui vous ressemble ? Alors, on a réfléchi beaucoup à cette question ce matin. En général, oui. Et à part Tarzan et Jane, parce que ça me faisait rigoler, on n'avait vraiment pas de réponse. Ouais, non, moi, j'ai aucune référence là, je sais pas répondre à cette question. Vous n'avez pas de modèle, mais c'est bien. Inventer son propre modèle. Non, aussi. ouais, voilà. Je pense qu'on essaie de créer un peu notre modèle, oui. Ouais. Oui, il y a ce côté-là, peut-être, quand même, qu'on essaye d'inventer quelque chose. Enfin, d'inventer. C'est un grand mot, mais on crée quelque chose par rapport à nos aspirations, en tout cas. Et pas ce qu'on nous dit, et pas les copains, ou les parents, ou la société. Ce qui se fait, ou la société. Oui, voilà. non, mais on essaie vraiment d'être très indépendant. Tu le dis en rigolant, mais c'est vrai. Il y a quand même ce truc de. Quand t'as 30 ans, on t'envoie des messages de te dire il faut que tu t'installes, que tu faire un bébé. Exactement, acheter l'appart. Non, tout. On veut pas tout faire l'inverse par principe, mais dans oui, c'est pas par esprit de contradiction, c'est juste que on s'écoute. Ouais. On s'écoute de quoi on a envie, qu'est-ce qui est sain, court terme, moyen terme et long terme. Voilà. Bravo. Merci beaucoup à tous les deux pour cet entretien. Merci à toi. C'était super. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode d'Histoire de couple. S'il t'a plu ou fait réfléchir, n'hésite pas à en parler autour de toi et à lui mettre plein d'étoiles sur ton appli de podcast préféré. C'est ce qui permettra au reste du monde de le découvrir. Pour ne rater aucun des contenus du magazine Rocky, le mieux c'est encore de t'abonner à notre incroyable, que dis-je, exceptionnelle newsletter. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Si tu as toi-même une histoire de couple un peu spéciale et que tu as envie de venir nous la raconter avec ton ou ta partenaire, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse suivante: salut@rockymag.com. Salut, ça s'écrit S-A-L-U-T et Rockymag, R-O-C-K-I-E-M-A-G. Et sinon, en attendant le prochain épisode, tu peux aller découvrir les 2 autres podcasts du magazine, Histoire de Daron et Rocky à écouter. D'ici là, je te souhaite des journées remplies d'amour et d'eau fraîche, ou de grenadine si c'est plus ton truc. À bientôt!